Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 14e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 séries françaises qui se saisissent directement de questions sociales et mettent en scène, entre autres, des rapports et des transfuges de classe, comme on dit, Tapis, 66.5 et d'Argent et de Sang. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 3 saisonniers et saisonnières. Yoannis de Roide, rédacteur en chef adjoint de Saison et auteur de plusieurs ouvrages sur les séries, dont le dernier s'intitule L'Angleterre en série chez First Edition. Bonjour Yoannis. Bonjour. Benjamin Faux, membre de la rédaction de Saison, responsable des livres sur Saison.media et auteur avec Niels C. Hall de l'incontournable dictionnaire des séries télévisées chez Philippe Ray. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Audrey Fournier, journaliste et critique séries ciné au journal Le Monde. Bonjour Audrey. Bonjour Emmanuel. Alors voilà, on va évoquer ces 3 séries-là qui sont 3 séries françaises qui vont évoquer, on va le dire un peu largement comme ça, des questions sociales, des revanches sociales, qui sont des séries assez réalistes, qui sont des séries aussi didactiques et pédagogiques. On apprend plein de choses sur des mécanismes sociaux, des mécanismes financiers, des mécanismes d'arnaque, même si on voulait voler de la TVA et voler de la taxe carbone, et elle se passe soit dans un passé relativement récent, soit vraiment dans le présent. Alors, première série pour commencer, Tapis, série Netflix de 7 épisodes, scénarisée par Tristan Seguela et Olivier Demangel, avec Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie, Joséphine Japy qui interprète son épouse Dominique, et également Fabrice Lucchini qui est dans un rôle délicieusement affreux, Patrick Dassoum-Sao et David Talbot qui a marqué dans le rôle du juge Éric de Montgolfier une scène de 20 minutes assez intense. Alors on est à la fois dans le biopic, dans la série historique, ça se passe dans les années 70 et beaucoup dans les années 80, donc les années fric pour le dire rapidement avec le vocabulaire de l'époque, donc avec le libéralisme économique, les success stories que Tapie va incarner. Donc ça se déroule sur plusieurs décennies. On suit l'ascension et la chute de Bernard Tapie, qui est issu d'un milieu communiste de banlieue, chef d'entreprise qui va, allez on va le dire vite là aussi, un peu renier ses valeurs, devenir un homme d'affaires richissime, ministre éphémère sous Mitterrand et puis finalement incarcéré à la santé dans l'affaire de corruption du match OM-VA. Le récit est d'ailleurs en flashback et commence quand il arrive dans sa cellule, donc au moins la fin et le destin de Bernard Tapie est directement annoncé. Peut-être qui veut se lancer sur le genre biopic ou sur le genre série historique, ou en tout cas je ne sais pas si c'est un genre, mais c'est pas si fréquent que ça en France le biopic individuel, à la fois évidemment portrait de Bernard Tapie et puis portrait d'une époque à travers lui. Benjamin. Voilà. Je peux me lancer, mais c'est déjà quand même un des paradoxes de cette première série, c'est que est-ce que c'est vraiment un biopic? Le rapport au réel est très compliqué dans Tapie. Et pour moi, je l'ai beaucoup plus vu comme une peinture, effectivement, une peinture d'une époque et une peinture d'une mythologie, que comme effectivement la retranscription d'une vie réelle, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est une série qui n'a plu ni aux fans de Tapie, ni aux adversaires de Tapie qui trouvaient chacun était insatisfait. Les fans pensaient qu'effectivement c'était à charge. Et les personnes qui effectivement n'appréciaient pas particulièrement sa personnalité et son œuvre trouvaient que ça l'arrangeait énormément et ça le mettait plutôt en valeur. Et il y a effectivement énormément de points, surtout de mise en scène, qui ont été totalement démentis ensuite par les témoins de l'époque. Donc pour moi, Tapie, c'est beaucoup plus qu'un biopic au sens où on va vraiment raconter la vie d'une personne publique. C'est plus effectivement une mythographie de l'entrepreneur à la française des années 70-80. Et pour le coup, ça devient très intéressant vu sous cet angle. Donc peinture d'une époque par, j'ai mentionné Tristan Seguela, le fils de quelqu'un qui a été un publicitaire connu. Donc je vais pas dire qu'il fait aussi le portrait de son père, mais enfin la série enregistre quelque chose de ce qui se passe dans ces années 80 là, c'est-à-dire un triomphe du libéralisme sous le socialisme, ou en tout cas la manière dont le socialisme va s'arranger ou s'acoquiner
avec certains chefs d'entreprise et puis des gens qui vont mener plein de vies différentes, touche à tout pour le meilleur et pour le pire. Audrey Fournier. Oui, je suis assez d'accord, mais cette série, c'est une série historique, mais un peu comme Netflix maintenant les produits ou même d'autres plateformes, c'est-à-dire en assumant la part de fiction qu'elle contient, mais en revendiquant quand même une forme d'authenticité. Et l'authenticité n'est pas la vérité. Et le fait que la série ait été critiquée des deux côtés, je pense que c'est là justement sa réussite. C'est-à-dire que, étonnamment, peut-être par l'écriture, peut-être parce que Netflix a laissé un peu de liberté aux auteurs pour l'écrire, elle parvient quand même assez bien à naviguer, en tout cas à rester en équilibre sur cette crête entre un portrait qui serait trop flatteur et un portrait qui serait beaucoup trop à charge. Moi, je trouve que les personnages féminins, bizarrement, je trouve ça un petit peu injuste la critique qu'on peut en faire parce que je trouve que ce sont parmi les personnages qui grandissent le mieux. Alors, il y a effectivement le personnage de Joséphine Japy dans le rôle de sa femme. Il y a aussi le personnage qui est joué par Camille Chamou, qui interprète donc une femme qui a réellement existé, qui est la directrice financière de Bernard Tapie. Je trouve que l'œil qu'elle apporte, la vision qu'elle apporte de ces années-là est intéressant. Mais c'est vrai. Tristan Ségala a beaucoup côtoyé Bernard Tapie quand il était petit. Et quelque part, je ne sais pas s'il raconte un petit peu l'histoire de son père, mais en tout cas, il raconte la France dans laquelle il a grandi. Et il raconte cette France, effectivement, qui est en train de se transformer profondément. C'est la fin des Trente Glorieuses. Tapie, c'est un transfuge de classe. Il vient d'un milieu très modeste. Dans la série, son père est chauffagiste. Il vient de banlieue. C'est l'histoire d'une forme d'échec à devenir un self-made man à la française, à s'émanciper par le travail. C'est l'histoire d'une réussite qui bute toujours sur un caractère qui est le caractère de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de suite dans les idées, quoi. Donc ça, je trouve que la façon dont il raconte cette France-là, si on met à part la façon vraiment caricaturale dont Netflix dépeint toujours les années 60, 70. Il y avait une critique sur France Culture qui dénonçait au moment de la sortie de la série, au moment de la diffusion de la série, ce côté papier peint, les coiffures choucroute, etc., qui ont tendance à masquer un peu le fond de la série. Si on fait abstraction de ça, et pourtant il y en a beaucoup dans la série, je trouve que ça marche plutôt bien. La série n'a pas du tout bien marché au démarrage et en revanche, elle s'est beaucoup maintenue ensuite dans le top 10 de Netflix et notamment grâce à cette scène avec Éric de Montgolfier qui est interprété par David Talbot, qui fait 25 minutes, qui est dans le dernier épisode, qui est une scène assez bien écrite, qui est une façon de réintroduire de la justice, de montrer où est la justice dans cette histoire, dans la carrière de Bernard Tapie, de lui rappeler qu'il n'a pas les codes, qu'il n'a pas fait les choses comme il fallait et que y a des lois et qu'il ne peut pas s'en défaire. Et il y a eu un buzz autour de cette scène et petit à petit, les audiences sont remontées. Ça aussi, je trouve ça intéressant parce que les séries font rarement… on dit souvent qu'au bout de 2 semaines, le sort d'une série, il est plié. Et là, ça n'a pas été le cas. Moi, je trouve qu'à cet égard, pour une série de plateformes, c'est plutôt un parcours intéressant. Yoannis, sur la dimension historique, alors Netflix surjoue les années 60-70 où c'est fidèle, où on joue le contraste avec les années 80. Oui, le contraste. Et puis bon, c'est une série qui avance à grandes enjambées dans l'histoire. Donc évidemment, à chaque épisode, on est un peu dans un nouveau contexte. Et donc on a la bande son ad hoc et effectivement le papier peint qui va bien pour que on se resitue immédiatement. C'est vrai que cet aspect-là prend peut-être un peu de place. Et en même temps, quand il y est pas, on dit ah bah quand même, ça manque de budget. On aurait pu avoir 2-3 voitures anciennes et un petit peu de bon, voilà. J'ai bien aimé ce qui était en fil rouge parce qu'avec les séries de plateformes et notamment Netflix, on leur reproche souvent de manquer un peu de fond sur la structure, par exemple d'avoir des épisodes, d'avoir pas tellement travaillé comme épisode à cause de du binge-watching attendu et puis du caractère très feuilletonnant. Là, c'est le cas quand même. Hein. En plus, l'histoire est d'une certaine manière racontée à toute vitesse puisqu'il est comme ça éternellement propulsé par sa propre énergie et même s'il y a des moments de haut et de bas jusqu'au coup d'arrêt final, on a l'impression qu'il avance en cassant tout devant lui, donc ça va assez vite. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment chaque épisode avait été du coup un peu parfois formé autour d'un second rôle, autour d'un opposant. Donc il y a Lucchini au début, par exemple, et puis il y a comme ça divers personnages secondaires qui sont bons hein, et qui vont un peu incarner le temps d'un épisode l'enjeu ou l'opposition du moment jusqu'à effectivement ce coup d'arrêt. Et puis comme c'est un biopic, ça appartient aussi un peu au sous-genre de la série de coulisses. Hein. Alors bon, on pense à The Crown évidemment que j'aime beaucoup et qui est entièrement construit sur cette idée de que se passe-t-il derrière les portes fermées. Et là aussi, le procédé est utilisé assez souvent. Alors, plutôt que de nous montrer
cette fameuse émission de télévision, enfin en tout cas devenue rétrospectivement célèbre, voilà, au Zénith. On nous montre en long et en large les répétitions et tout ce qui s'est passé, justement, toute la crise qu'ils traversent, puisque les salariés de Wonder viennent faire le siège du Zénith à ce moment-là. Plutôt que de nous montrer évidemment la finale de la Ligue des Champions, on nous montre tout ce qu'il a préparé. Alors, il y a certains moments où c'est rompu cette logique. On voit quand même donc au MVA, dont on comprend dans les derniers épisodes que ça va être la grande affaire sur laquelle la série va s'arrêter. Là, on voit vraiment des morceaux du match. Et puis, on a effectivement cette longue scène dans le dernier épisode où tout à coup le temps se suspend et où en même temps on change un peu de genre, parce que le procureur là, c'est la statue du commandeur dans Don Juan, quoi. C'est à partir d'un moment on se demande si on est encore on n'est plus du tout dans le réalisme, et effectivement on change complètement de dimension. Il y a des interprètes assez attachants. On a parlé de Lucchini, Camille Chamou. Bon, Laurent Lafitte est quasiment de tous les plans. Il porte la série à bout de bras. On sent qu'il a aimé et compris ce rôle. En tout cas, c'était mon impression. Audrey? Oui, j'ai trouvé aussi, moi je suis pas forcément une grande fan de Laurent Lafitte, hein, même si je le trouve très sympathique d'un point de vue personnage. Je trouve qu'il dégage quand même quelque chose d'assez chaleureux. Mais là, je trouve aussi que Netflix a réussi à pas surjouer le déguisement, la perruque. Il y a quand même pas énormément. Moi, je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup d'artifices. Et en fait, quand j'en ai parlé avec lui à l'occasion de la diffusion de la série, il m'a dit que finalement, il y a quand même pas mal de petites prothèses, des petites choses, des petites fils, des petites choses qui ont été ajoutées, qui modifient quand même pas mal sa forme de visage. Moi, je l'ai pas trouvé grimé. Dans l'attitude, dans la voix aussi, il y avait quelque chose de très naturel. Je trouve que ça aide beaucoup à l'adhésion que peut avoir le public vis-à-vis de la série. Alors, on parlait justement des biopics. En France, franchement, il y a très très peu de biopics qui sont réussis. C'est un exercice qu'on maîtrise très très mal. Il y en a eu un autre cette année que j'ai trouvé excellent aussi, c'est le biopic de Bardot, sur les jeunes années de Bardot, qui est passé sur France 2. Et c'est ce que j'avais écrit à l'époque, et je le pense bien évidemment encore, ça tient essentiellement à l'actrice. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas grimé chez elle. Elle a même pas la même couleur d'yeux que Brigitte Bardot. Il y a quelque chose de naturel. Et c'est vrai que ce truc-là s'invente pas. Et quand un biopic est réussi, ça repose beaucoup là-dessus, de façon assez irrationnelle, assez affective finalement, entre le téléspectateur et puis l'interprète. Oui, Lafitte a décidé de pas surjouer la gouaille parisienne et de pas en faire trop. Donc ça fonctionne assez bien. Alors on a parlé des Ioannis disait ça va assez vite. Voilà, la construction des épisodes est assez différente d'un épisode à l'autre. C'est assez rapide au début. Des fois il y a des épisodes qui sont dans une unité de temps et de lieu. Et puis la fameuse scène avec David Talbot, Benjamin, sur cette construction différenciée, on va dire, entre les épisodes. Ouais, pour le coup, ça peut être assez troublant parce qu'effectivement, ce sont vraiment des épisodes, c'est-à-dire c'est des choix de scènes, d'extraits de la vie vraiment de la biographie de Bernard Tapie. C'est des grands moments et parfois il manque. On peut regretter ce qui se passe dans les trous. On aimerait savoir comment finit l'aventure Wonder. Enfin, on le sait si on regarde Wikipédia, mais c'est évacué très vite parce que c'est pas vraiment la question de la série. Pour moi, la série, c'est plus qu'un portrait, c'est une série vraiment sur un homme. C'est une série presque tragique sur l'hubris. C'est vraiment une série sur un homme qui n'arrive pas à comprendre qu'il a gagné quelque chose et qui pense que la chose d'après lui est due. Et c'est forcément et c'est un point commun également avec d'Argent et de sang, dont on pourra parler plus tard. C'est qu'effectivement la chute tragique de la personne qui n'arrive pas à concevoir qu'il faut s'arrêter à un moment ou à un autre. Et ça, pour le coup, chaque épisode tourne autour un peu d'un épisode d'hubris du personnage principal. Jusqu'au moment justement où cette scène finale, la scène du procureur, casse totalement le rythme. Qu'on regarde dans le prolongement de la série, c'est très très clair, c'est vraiment frappant. Et vient placer les règles tragiques. C'est le cœur qui vient commenter le final et la condamnation. Est-ce qu'on est dans quelque chose? Pardon, Benjamin. Est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre d'une écriture, alors, à l'américaine, c'est-à-dire, en tout cas, ce qui fait le sel des séries actuelles, c'est-à-dire essayer de casser
les mécanismes de narration d'un épisode à l'autre, ne pas les laisser s'installer. Donc on a tous en tête, je crois que c'est l'épisode 2 ou 3 de The Last of Us. Donc là, dire, on va prendre ce risque de commencer sur un rythme très élevé. Les 2 premiers épisodes, on va vite, les nouvelles entreprises qui montent, etc. Et puis, on s'arrête sur l'épisode 3 où il y a son émission de télé. Et puis, le dernier épisode où il est effectivement rattrapé par cette affaire de corruption et où son hubris va être cassé. L'épisode avec le juge, enfin la séquence avec le juge Éric de Montgolfier. Est-ce que c'est une écriture américaine ou est-ce que les Français savent le faire aussi? Est-ce qu'il n'y a pas d'originalité particulière là-dessus? Je me posais la question. Pour moi, en tout cas, je pense qu'on sait très bien le faire. Il n'y a pas vraiment de particularité. On sait très bien écrire des séries efficaces. Après, c'est vraiment effectivement un choix de rythme et de construction qui n'est pas si courant, de fait. Oui, c'est aussi ce que je me disais. Alors, on parlait de la dimension très didactique des 3 séries qui nous intéressent aujourd'hui. Il y a quand même une ou 2 séquences étonnantes où on explique aux spectateurs, Audrey, comment racheter une entreprise quand on a 0 €. Oui, apparemment. Bon, alors moi, je ne saurais pas non plus entrer dans le détail de tout ça, mais effectivement, ça a été une spécialité de Bernard Tapie à un moment, c'est d'aller, alors je ne sais pas où ça se fait, au tribunal de commerce ou quoi que ce soit, de se renseigner sur toutes les entreprises qui étaient en péril, tout simplement parce que lui n'avait pas d'argent et avait beaucoup de mal à convaincre des banquiers d'investir parce qu'il venait de nulle part et il ne maîtrisait pas beaucoup les codes. Donc pour lui, c'était une façon de comme il est attiré par la première idée qui vient, de toute façon, et puis il en a des idées, et puis il a de la débrouille et il a de la tchatch et il a une forme de confiance en lui qui peut permettre de faire des merveilles. Donc, on le voit, et effectivement, racheter des entreprises à bas coût, en faire des choses extrêmement lucratives. Enfin, moi, je me suis replongée dans sa biographie. Je me suis rappelé qu'il avait été le patron d'Adidas à un moment. Quand on voit ce que pèse Adidas aujourd'hui, c'est quand même c'est assez fort de café. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la série s'attarde pas forcément beaucoup là-dessus. Et justement, je la trouve pas spécialement didactique. En tout cas, c'est pour ça que j'aime bien le personnage de Camille Chamou, qui est la directrice financière et qui est un peu la voix de la raison, en tout cas le réel qui se rappelle à Tapie quand il commence à penser déjà à l'aventure d'après, quand il commence à oublier qu'il a des salariés, qui veut faire des plans sociaux sans se rendre compte que ça met des gens à la rue. Il y a d'ailleurs un personnage de syndicaliste qui est d'une syndicaliste qui est très très bien campée, mais la série va pas aller non plus au fond des choses, quoi. C'est beaucoup plus une série sur son cerveau à lui, ce qu'il fait de ses entreprises, la façon dont il rentre dedans et la façon dont il en sort, en fait, puisqu'il les rentre aussi vite qu'il en sort. C'est plutôt ça qui est intéressant, et c'est peut-être aussi intéressant parce que c'est le seul ressort psychologique du personnage qui est vraiment investigué, et ça c'est assez osé comme parti pris pour une série française, c'est de ne pas aller non plus trop loin dans la psychologie du personnage. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on ne s'intéresse pas trop à ses parents, en fait, qu'on ne s'intéresse pas trop à son mariage. Oui, on s'y intéresse un peu, mais il n'y a pas d'explication psychologique, il n'y a pas de volonté à chercher chez Bernard Tapie une espèce de névrose qui serait à l'origine de sa carrière, en tout cas de cette première partie de carrière. Ça, je trouve ça un tout petit peu, c'est une série qui met Tapie un tout petit peu à côté des autres dans le catalogue Netflix, c'est pour ça qu'elle est bien. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de l'ordre un peu de la revanche de classe? Enfin, ça revient souvent quand il dit j'ai grandi en banlieue, et donc là on sent qu'il veut conquérir quelque chose qui est à la fois l'argent mais aussi une forme de reconnaissance, et il finit ministre. Moi j'avais la sensation que ça revenait un tout petit peu, sans que ce soit ni névrotique ni psychologique, mais plutôt social, Audrey. Tout à fait, mais pour moi, il y a 2 choses. Il y a une vraie croyance dans le fait qu'il peut avoir un effet sur les classes populaires et sur la réussite sociale. Oui, ça on le voit dans son passage au gouvernement. Il y a un truc qui vient un peu des tripes à cet endroit-là. Et il y a aussi, là on revient au fil rouge de la série, il y a aussi ce télécrochet qu'il gagne contre Paul Naref au tout début de la série, dans les années 60. Il va le gagner, ce télécrochet, et pourtant c'est Paul Naref qui va avoir une carrière d'artiste. Et si on se souvient bien, Tapie, après cette histoire de match truqué, il a toujours réessayé de devenir artiste. Il est monté sur les planches, il a réenregistré les chansons avec Didier Barbelivien et tout. C'est un truc, c'est une espèce de rosebud, quoi. C'est un truc qui est ancré très très profondément en lui. Moi, c'est plus ça que j'ai vu dans la série, c'est-à-dire cette croyance dans la capacité des gens qui viennent d'un petit milieu, et aussi sa revanche d'un homme qui aurait voulu être un artiste. Voilà. Ce qu'il a chanté d'ailleurs.
Ouais, dans la chanson de Starmania, il avait fait une séquence comme ça. Et d'ailleurs, la série distille habilement des petites allusions à Paul Naref et passe des chansons de Paul Naref dans des moments clés. Ioannis, sur les scènes un peu fortes dont on parlait, c'est-à-dire des espèces de montées en intensité, des morceaux de bravoure, là, ça vous a aussi, voilà, ça vous a parlé. Oui, alors effectivement, donc la grande scène de la fin, parce qu'on sent quand même, je pense, le morceau de bravoure qui était prévu dans le scénario, quoi. Ils se sont dit, bon, il nous en faut un, et effectivement, le succès dont parlait Audrey tout à l'heure prouve peut-être que bah, ils ont bien fait de prévoir le morceau de bravoure à la fin, hein. Donc chacun le fait comme il veut, et c'est peut-être ça d'ailleurs par lequel la série est moderne, hein. On a le sentiment que voilà, dans un continuum comme ça de quelques épisodes, peut-être que maintenant une série, en tout cas de cette ambition-là, se doit d'avoir sa scène à la True Detective en un seul plan, ou enfin voilà, on a cité d'autres exemples tout à l'heure, mais qui vont être finalement peut-être ce qui assurera la postérité de la série, plus que le programme dans son entièreté. Alors sans doute pour des questions de moyens et puis de tout simplement de choix, ils n'ont pas pu le faire trop souvent, et puis peut-être pas aussi voulu diluer les faits, même s'il y a des moments où là c'est Laurent Lafitte qui porte justement ces explications dont parlait Audrey, qui peuvent parfois paraître un peu quand même mystérieuses, et où on a presque l'impression que qu'en arrière-plan du discours auto-convaincu que livre Tapi sur le plan génial qu'il a trouvé, on va avoir la musique qui va commencer, un montage à la Scorsese comme dans Les Affranchis, où on va voir le plan se dérouler comme ça, étape par étape, sans accroc. Bon. Donc c'est très souvent porté par le dialogue finalement, ces moments un peu d'intensité où on est censé s'emballer avec le personnage, même si on sait que ça ne durera pas. Et à contrario, donc cette scène de la fin qui joue beaucoup plus sur les silences, qui est dans la pénombre, enfin qui effectivement a été pensée vraiment complètement à l'opposé de tout ce qui avait un peu défini stylistiquement la série jusque-là, hein. Et on voit que ça aurait pu sans doute tomber à plat. Je trouve que c'est finalement réussi, même si je pense que ça venait au départ quand même d'un intérêt bien compris de la série, de vouloir laisser derrière elle un grand moment qui pourrait continuer à traîner sur YouTube certaines années, quoi. Oui, qui pourra être partagé, mais qui aussi effectivement a fait un peu le triomphe de la série. Et comme le disait Audrey, des gens ils sont peut-être revenus après avoir entendu parler de cette scène assez forte. Deuxième série qui nous intéresse aujourd'hui, 66.5, série Canal+, de 8 épisodes écrite par Anne Landois, connue notamment pour Engrenage, qui suit une transfuge de classe, j'y tiens, en la personne de Roxane Boer, jouée par Alice Isaz, qui devient avocate pénaliste dans sa banlieue d'origine, dans le fameux tribunal de Bobigny, et qui se retrouve plongée dans un passé où elle a subi des violences et dans un présent fait de trafic de drogue et de règlement de compte. Au casting, on croise aussi Raphaël Aklock, Alain Bouzig et Melvin Boomer, qu'on avait vu dans Le Monde de Demain sur Arte, où il y jouait Joe Star. Et on a aussi une série qui joue avec des flashbacks. Donc on a Roxane qui s'appelle pas Boer à l'époque, mais ça commence d'ailleurs aussi par un flashback. Elle est victime d'une violence, elle est précipitée depuis un pont parce qu'elle a trahi, ou en tout cas elle a donné des informations qu'elle n'aurait pas dû donner. Et la voilà qui, quelques années après qu'elle ait bien réussi dans un cabinet d'affaires, se retrouve replongée et à son corps défendant au début, puis de moins en moins dans cette activité d'avocate pénaliste, où finalement elle excelle. Ioannis sur 66.5. Alors moi, c'est une série qui m'a beaucoup parlé parce qu'elle m'en a rappelé pas mal d'autres, et je trouve qu'elle s'inscrit là dans un genre, un sous-genre bien précis, hein, qui est la série de banlieue de Canal+, ou la série de Paris banlieue. Alors évidemment, on pense à Engrenage, mais aussi à Braco et à d'autres. Donc, c'est-à-dire une série qui aborde la banlieue sous l'angle du crime. Bon, ce qui est quand même pas anodin, hein, soit dit en passant, mais qui est toute une tradition de la série française de Canal, donc avec son lot de scènes de violence verbale et physique, et puis au fond quand même l'idée que tout le monde est pourri, hein, puisque dans les beaux quartiers ça ne vaut pas mieux que dans les cités tenues par les trafiquants, aux guerres de personnages qui présenteraient une vraie rectitude morale, enfin bon, corruption à tous les étages. Alors ça, c'est plutôt effectivement les éléments connus et qui donnaient pas forcément envie d'accrocher à cette série-là, plus qu'à une autre de la même eau. Après, j'ai trouvé intéressant la manière dont la série mettait en scène vraiment une dépossession d'un personnage donc central qui a tout, et qui à un moment de la série, là, à peu près
à la moitié n'a plus rien, hein, plus de bureau, plus de logement, plus de voiture, plus de vêtements, et qui va se retrouver, réinventer en banlieue. Et là, pour le coup, je trouverais ça plus original, hein. La banlieue comme le lieu où l'on se trouve, on se retrouve. Alors bien sûr, c'est un retour dans lequel on peut voir une impossibilité finalement d'échapper à son milieu, à ses anciens amours dealers et aussi ses anciens problèmes. Mais il y a une forme comme ça de régénérescence et que j'ai trouvé voilà plus là qui portait pas mal la série, lui donnait une vraie dynamique, hein. On parlait des codes, c'est quelqu'un qui va devoir réapprendre des codes dans le tribunal de Bobigny, qui va passer d'avocate d'affaires à avocate pénaliste et qui va finalement s'y retrouver. Là aussi, est-ce qu'on a une série un peu didactique, Benjamin, Audrey, sur voilà les ficelles du métier? Qui y va? Audrey. Oui. Moi, le polar, c'est un genre dans lequel je vais plutôt à reculons parce qu'en France, on en fait beaucoup et on en fait beaucoup des mauvais. Dernièrement, il y a quand même eu des tentatives, je trouve un tout petit peu plus novatrices, un peu plus fraîches, un peu plus décalées. Là, je me suis laissée convaincre plutôt sur la durée et effectivement, comme Yoannis, je me suis fait convaincre plutôt par les scènes qui se passent de l'autre côté du périphérique, qui sont, je trouve, beaucoup mieux réussies. Tout ce qui se passe dans ce cabinet d'affaires, elle est mariée à un avocat d'affaires qui, lui, vient du milieu, puisque les deux travaillent, elle et lui travaillent dans le cabinet de son père, à lui, je crois, dans les beaux quartiers. Ils habitent dans une espèce de 200 mètres carrés, pareil, dans un très beau quartier. Et toutes ces scènes-là, il y a quand même un truc qui se dégage, qui est très artificiel. C'est très caricatural, non? Enfin, c'est une vision caricaturale de... Oui, on a du mal. En France, on a beaucoup de mal à dépeindre les puissants, à dépeindre l'argent, à dépeindre ces milieux-là. Et je trouve que là, c'est vraiment l'endroit où achoppe totalement la série, c'est à cet endroit-là. En revanche, dès que le personnage principal, donc, qui est interprété par Alice Isas, qui est très intéressante, très convaincante, qui joue avec beaucoup d'énergie, peut-être un tout petit peu trop d'ailleurs, c'est parfois un tout petit peu forcé. En revanche, dès qu'elle va de l'autre côté du périphérique, dès qu'elle retrouve son amie d'enfance, sa copine d'enfance, et dès qu'il y a des interactions avec des gens là-bas, c'est tout de suite plus frais, c'est tout de suite plus naturel, et il se passe des choses qui respirent un tout petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que toutes les scènes de banlieue sont toutes réussies, parce qu'on reste dans un truc très polar français, je trouve, surtout du point de vue de l'intrigue, qui n'est pas forcément très intéressante. En revanche, moi, ce que j'ai vu et que j'ai trouvé assez percutant, c'est la façon dont les rôles féminins aussi ont remplacé petit à petit des figures traditionnelles masculines du polar. Et ça va au-delà de l'avocate. Dans le tribunal de Bobigny aussi, il y a une surreprésentation des femmes qui correspond à la réalité, hein, parce que dans la justice, c'est un métier qui est devenu extrêmement féminin. Donc là, Anne Landois, qui est la créatrice de la série, qui était sur Engrenage, elle invente rien, en fait. Elle ne fait que transposer une réalité. Donc ça, voir une espèce de réécriture du polar à l'œuvre, mais vue à travers les yeux des femmes et interprétée par des femmes, ça, j'ai trouvé ça assez stimulant. Ouais. Les hommes sont assez veuls, hein, entre les frères Boutaleb, son propre mari à elle, on va pas tout dévoiler, mais qui enfin a fait des choses tout à fait répréhensibles. Là, voilà, c'est aussi le contrepoint, c'est-à-dire, on va pas dire série féministe, mais en tout cas série où les femmes, alors on peut le dire, hein, si Benjamin veut y aller, mais voilà, série où en tout cas les femmes ont des rôles forts, principaux et très bien traités, je trouve. Benjamin. Ouais, pour moi, alors je dois avouer que c'est peut-être la série qui m'a le moins parlé des trois de ce soir, surtout parce que je trouvais qu'elle n'arrivait pas justement à faire se rejoindre les deux côtés de son cahier des charges. Elle avait un cahier des charges très polar traditionnel, effectivement, pour le coup polar de banlieue, et sincèrement pour moi, je vois des clichés autant d'un côté que de l'autre, autant du côté banlieue que du côté beau quartier. Donc ça, effectivement, pour moi, c'est la partie faible de la série, vraiment. Et l'autre côté de la série, qui est vraiment porté pendant toute la série en fil rouge, c'est vraiment ce personnage de femme forte, enfin ce personnage justement vraiment de femme attaquée strictement dans tout ce qu'elle possède, dans tout ce qu'elle a gagné, et donc. Enfin, vraiment, c'est une femme qu'on ne quitte jamais, que la caméra ne quitte jamais. Et même parfois, comment dire, on a. Je ne sais pas si le female gaze c'est ça, mais
pour moi, c'est un peu du male gaze, cette série aussi, parce qu'elle est très sexualisée, mais c'est aussi le regard qu'ont les personnages masculins sur elle. Et c'est une difficulté. Elle est vraiment, en gros, elle est vraiment réduite à ce qu'il y a de plus schématique dans la personnalité féminine par l'ensemble des personnages. Elle est réduite à son corps, elle est réduite enfin, on la met forcément à défaut alors qu'il n'y a pas, enfin, qu'il y a pas il y a pas de raison. Donc pour moi, c'est un personnage c'est un personnage féministe, et les meilleures scènes, les scènes qui m'ont le plus touché, ce sont les scènes, effectivement, des scènes entre femmes, des scènes qui sont pas forcément, qui s'inscrivent pas forcément dans le polar proprement dit, mais presque des scènes de chronique. Alors, voilà. Ouais. Et ça, j'ai trouvé le personnage très très fort, mais qui malheureusement n'avait pas le récit policier qu'elle méritait, vraiment. Mais voilà, et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux séries en une série qui voulait faire ce portrait de femme, et une série qui avait un polar Canal+ banlieue à faire. Oui, l'intrigue policière est un peu plus faible. Audrey, sur le female gaze, le regard des femmes sur les femmes, ou un regard féminin sur les personnages. Oui, c'est pas forcément des femmes sur les femmes. Non, c'est pour ça que je me suis corrigé tout de suite. Oui, oui, moi je suis assez d'accord avec Benjamin. Il y a, on montre des femmes qui sont dans l'agency, c'est-à-dire que c'est elles qui prennent les décisions, c'est elles qui font avancer les choses, c'est elles qui sont en pleine possession de leurs moyens, c'est elles qui doivent prendre les décisions, qui doivent faire avancer la marche du monde, tout simplement. Et on montre ça de façon un tout petit peu simple, je trouve. Je suis assez d'accord pour dire que ce personnage de femme forte, il a tendance à se multiplier, à devenir limite un prérequis dans pas mal de scénarios, et peut-être au détriment de sa complexité, au détriment du récit policier. Je suis assez d'accord avec Benjamin, les ficelles sont un poil faibles. Et moi, ce côté chronique m'a cassé les pieds, dans le sens où quand c'est la 12e fois que le personnage principal se plaint de ne pas avoir de fringues, pour moi, il y a du remplissage. À cet endroit-là de la série, sur la chronique quotidienne, il y a un peu de remplissage. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai un tout petit peu décroché aussi, et que j'ai eu un petit peu de mal à la finir. Oui, il y a des longueurs, Benjamin. Je vais juste rajouter un truc. Vraiment, ce qui m'avait frappé, c'est vraiment les 40 premières secondes vraiment l'introduction du premier épisode, où on passe d'une scène de violence sur le personnage principal, jeune fille, on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est elle, et on enchaîne après le générique sur une scène de sexe avec son mari. Donc c'est pas anodin que ce soit en ouverture d'une série, et c'est un peu dommage. Yoannis, sur ce genre policier et son traitement. Oui, c'est-à-dire que on voit la difficulté aussi qu'on a à faire des vraies séries judiciaires françaises, parce qu'après tout, elle est avocate, ça se passe en grande partie au tribunal de Bobigny. On évolue dans un milieu d'avocats, de juges, de magistrats, etc. Et au final, on a une série policière. Alors, comme c'est le cas de beaucoup de séries judiciaires, mais finalement, on retrouve la grande tradition de l'avocat enquêteur qui fait éclater la vérité et qui fait le travail que les policiers n'ont pas voulu faire, d'autant que plus là, ils sont corrompus. Donc, heureusement qu'elle est là pour le faire à leur place. Mais donc, c'est une série qui refuse d'être une série de procès. Finalement, on voit des audiences, mais pas les plus importantes. Et puis, on comprend bien qu'on va pas vers la série se dirige pas vers une audience décisive. L'enjeu n'est pas là. Au contraire, ça se finit en course-poursuite et etc. Et ça, ça peut être aussi un regret, puisque par ailleurs, les lieux de justice apparaissent beaucoup. Donc, on aurait pu s'imaginer, et je trouve qu'il y a certains aspects qui me semblent sont décrits de manière assez intéressante, dans les relations notamment d'hiérarchie. Alors puisqu'on est aussi dans une série évidemment d'une avocate qui cherche à faire son trou dans un nouvel endroit, donc là ça nous renvoie à une espèce de récit initiatique, même si elle a une expérience préalable professionnelle, mais pas du tout dans ce milieu-là. Donc elle va évidemment essuyer les plâtres, elle va faire les frais du manque comme ça de soutien de certains de ses confrères et consoeurs, etc. Sur ces décors justement, je trouvais qu'il y avait quand même une attention, alors parfois un peu ambivalente vis-à-vis
vie des décors de banlieue. D'un côté, on a toujours la cité HLM, voilà, assez repoussante, le deal, le crime à tous les étages. Et puis en même temps, donc il y a ce choix, hein, notamment de la cité de l'Abreuvoir, hein, puisque c'est elle dont il s'agit à Bobigny, donc un endroit assez particulier, construit par Émile Aïot, voilà, au tournant des années 50-60, et qui est là filmé de manière plutôt accueillante, hein, cette tour verte ronde assez étonnante, hérissée de balcons, balcons sur lesquels se déroule un certain nombre de scènes, hein, donc entre l'héroïne et sa meilleure amie, généralement au soleil, enfin c'est pour ça qu'elles sont sur le balcon, mais je veux dire qu'il y a quelque chose là qui devient tout sympa, et c'est entouré, ce qui est la réalité, hein, par des espaces verts assez grands, il y a une forme de maille arborée comme ça. Et alors la manière dont c'était filmé, moi ça me faisait par moments presque plus penser à Demain nous appartient qu'à une série de Canal, quoi. C'est-à-dire dans Demain nous appartient, il y a une forme de magnification comme ça des ensembles urbains de Montpellier, alors qu'ils sont connus pour effectivement il y a des immeubles signatures de grands noms de l'architecture à Montpellier, et là voilà, donc on n'était pas dans le tout gris, tout déprimant, tout tagué, tout cassé qu'on a parfois dans la série de banlieue. Et puis la volonté, alors là ça rejoignait le didactisme, hein, mais lorsqu'elle acquiert son nouveau cabinet, donc dans une rue pavillonnaire de Bobigny, elle est à nouveau sur un balcon, et alors on a au premier plan la rue pavillonnaire, au deuxième plan la cité HLM, et hop, en se penchant sur la gauche, le tribunal. Et alors, voilà, c'est la société, c'est la justice, tout est là, tout est dit. Mais en tout cas, bon, on voit qu'ils ont été attentifs à ça. C'est pas toujours hyper adroit, j'ai l'impression, mais il y a une vraie attention, et peut-être aussi la volonté de renouveler un petit peu quand même les images de banlieue. Oui, d'avoir une banlieue un peu plurielle, c'est-à-dire à la fois la banlieue, celle des non-lieux, des espèces de squats, de garages, etc. Et puis des scènes dans les balcons, des scènes sur les terrasses qui sont un petit peu plus joyeuses, et puis des espaces domestiques un peu plus drôles. Il y a quand même de l'humour, hein, c'est-à-dire il y a un personnage extraordinaire qui appelle Roxane depuis la prison, qui s'appelle Fouad, qui va se marier. On a des infos sur sa future femme que lui n'a pas. Bon, donc il y a quand même là un petit fil, quelques petits fils narratifs qui détendent un tout petit peu par rapport aux tensions qu'on peut avoir dans les affaires qu'elle plaide, ou dans la violence, parce qu'il y a quand même un règlement de compte très violent. Donc voilà, une peinture un peu contrastée, je trouve. Merci à tous les trois. On va passer à la troisième série qui nous intéresse aujourd'hui, d'Argent et de sang, première partie. Donc il y aura évidemment une deuxième partie. Série Canal+ de Xavier Giannoli, Jean-Baptiste Delafont, qu'on connaît pour Baron Noir, et Antoine Lacomblé, tiré du livre enquête éponyme de Fabrice Arfi sur ce qu'on appelle l'arnaque du siècle ou le casse du siècle, qui avait déjà fait l'objet d'un documentaire Netflix qui s'appelait Les Rois de l'arnaque, réalisé par Guillaume Niclou, où l'on avait pu découvrir l'inénarrable Marco Mouli, qui est devenu une figure un peu people, show-off comme on dit, et grande gueule. Et puis bien sûr, ce qui est au cœur de cette série-là, l'arnaque à la TVA, de la taxe carbone, qui commence comme un hold-up contemporain et qui s'achève dans le sang. On n'a pas encore bien vu le sang, mais pour ceux qui ont suivi ça arrive. Au casting de la série, Vincent Lindon dans le rôle du magistrat chargé de l'enquête, Ramzi Bedia qui joue un peu l'homologue fictionnel de Marco Mouli, Nils Schneider, Yvan Attal, et puis une mention spéciale à David Ayala dans le rôle de Bouli. Il y aura au total 12 épisodes en 2 diffusions. Benjamin, comment êtes-vous rentré dans cette série ? Alors pour le coup, c'est encore plus compliqué le rapport au réel que pour Tapi, puisque là on parle carrément d'une affaire qui est encore en cours, puisque il y a des procès encore en cours, et notamment le côté sang de la série, pas le côté argent est un peu classé, mais le côté sang est encore en jugement. Et alors il y a eu un choix très fort de Xavier Giannoli, qui est effectivement de créer toute une partie de l'intrigue, qui est la partie de l'intrigue sur l'enquête. C'est-à-dire que d'un côté, on va suivre en parallèle effectivement les criminels et les enquêteurs, et les criminels et l'entourage de l'affaire sont calqués sur des personnages réels. On peut mettre les noms les uns en face des autres, c'est très clair. Le côté enquête, par contre, est fictionnel. Donc on va se retrouver, et je trouvais ça passionnant parce qu'en fait, là pour le coup, pour moi, les deux côtés qui pourraient effectivement rentrer en compétition sont réussis. C'est-à-dire qu'on a à la fois des personnages très réels, alors très réalistes, ou en tout cas au sens très dans la vie, très dans on s'y attache immédiatement, même si ce sont des criminels.
et pour le coup ont vraiment un effet de réel absolu. Et de l'autre côté, on a un Vincent Lindon qui est toujours excellent. Tous les acteurs sont excellents pour le coup. On peut pas trop juger, enfin pas trop méjuger. Tout le monde est excellent. Et Vincent Lindon qui est là pour raconter, expliquer comment se fait l'enquête, comment cette escroquerie a été possible. Donc là, pour le coup, il y a un côté, c'est peut-être le plus didactique des trois séries, hein, très clairement, parce qu'il y a vraiment enfin, on voit les pavés de texte où Vincent Lindon explique le déroulement de l'escroquerie, et c'est passionnant. Et également, la petite frange la moins réussie pour moi, qui est de rendre les enquêteurs humains en leur greffant également des arcs personnels. Le personnage de Vincent Lindon a une fille qui a des problèmes, etc. Du coup, c'est encore un de ces personnages de policier totalement investi dans sa tâche, en dépit de sa vie personnelle. Donc lui, pour ce coup-là, c'est un petit peu cliché, et c'est pour le coup pas du tout tiré de la réalité. Vraiment, ce qui est le plus fort de la série, c'est ce qui est tiré de l'enquête journalistique, et c'est extrêmement bien rendu. Mais effectivement, faut bien se rendre compte qu'il y a les deux côtés, les deux facettes de la série qui se parlent tout au long de la série. Oui, c'est très entrecroisé, et le récit est vraiment vu au départ, en tout cas, la narration est lancée par Vincent Lindon, qui fait face à deux juges, enfin, qui vont l'entendre sur justement ce qui s'est passé, et ce qui permet d'être très didactique. Procédé Audrey Fournier, dans votre article dans Le Monde, vous disiez il est un peu artificiel, mais finalement ça passe parce que on n'en abuse pas, et Vincent Lindon est très bon. Comment êtes-vous entré dans cette série ? J'y suis entrée très mal et difficilement au début pour deux raisons. La première, c'est le sujet. Cette arnaque au quota carbone, à la TVA, c'est pas qu'elle soit extrêmement complexe, parce qu'on voit dans la série que c'est une arnaque d'une simplicité totale, mais tellement simple en fait qu'elle est mise en œuvre par des gens qui savent à peine lire et écrire. Hein, c'est dit tel quel dans la série. Donc, mais la série dossier à la française, là encore, c'est quelque chose qui me fait un petit peu fuir, hein, surtout quand ça concerne de la finance, des mécanismes qui sont un petit peu obscurs et dont je sais qu'ils vont être simplifiés à l'extrême et expliqués avec des mots qui vont percuter très fort et avec des gros sabots. Il y a aussi ce dispositif dont parlait Benjamin. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Alors, il y a un parti pris de fiction très, très fort, et il y a une espèce de posture diégétique qui met Vincent Lindon face à deux magistrats. Et en fait, le fil rouge de la série, voilà, c'est Vincent Lindon qui explique le dossier à des magistrats. Alors, je suis pas juriste. Je crois qu'en droit, c'est absolument impossible que ça se passe comme ça, mais peu importe. Je crois que quand même l'artificialité du dispositif, elle se sent, et ça peut être un peu difficile au début. Ce qui après emporte la série, à mon sens, c'est que c'est une série de cinéastes. C'est Xavier Giannoli, et ça se sent très très vite qu'il va s'approprier la fiction et qu'il va nous emmener un petit peu plus loin que son sujet avec. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement un peu ce que Benjamin soulignait, c'est-à-dire cette opposition entre un dossier qui est très très ardu et très très sec, où on parle de marché financier, on parle de banques dans des pays étrangers, on parle d'ouverture de comptes avec des prête-noms, enfin tout un tas de choses, de blanchiment d'argent, des choses qui ne sont pas forcément très très concrètes pour le commun des mortels. Et à côté, on a un enquêteur qui, alors plus que son côté humain, je trouve qu'au bout des 6 épisodes, et moi en plus j'ai la chance d'avoir pu commencer à regarder la deuxième partie, hein, qui arrivera en janvier sur Canal+. Alors elle est sous embargo, donc je ne peux rien vous en dire, mais en tout cas c'est un personnage qui va aller beaucoup plus loin que son côté humain, et cette histoire de relation difficile avec sa fille qui prend de la drogue et qui ne l'appelle que pour lui soutirer de l'argent, en deux mots. Ça va aller un petit peu plus loin, et la série va développer un récit assez intéressant sur l'identité de Vincent Lindon. Et autant, moi, ce personnage aurait pu me faire fuir aussi, parce que là, c'est vraiment le justicier, vous savez, comme dans les films de Stéphane Brisé, Vincent Lindon, très engagé. Et bon, il dénonce la finance, il dénonce, on sent le rôle social, là, on comprend pourquoi Vincent Lindon a accepté.
Exactement. Moi, ça me fait plutôt suer au premier abord. Là, il y a un secret. Il cache en lui une espèce de secret que j'ai pas envie de dévoiler, D'accord. mais quelque chose qui a à voir avec la communauté juive, dans laquelle évoluent les escrocs. Et on voit très très bien dans la série cette communauté qui est écartelée entre des valeurs très très fortes et un business qui est totalement amoral. Et ça, c'est hyper bien incarné dans le personnage de Ramzi Bedia, qui lui est pas vraiment un transfuge de classe, parce que lui, il est jamais sorti de son milieu. C'est un petit épicier de Belleville. Il sait à peine lire et écrire. Il fait que des petits trafics, c'est un petit escroc extrêmement sympathique qui a peut-être un désir de revanche sociale, mais ça va pas plus loin que ça. Il voit pas plus loin que le bout de son nez. Et face à lui, il y a un trader extrêmement bien, extrêmement riche. Il a un Basquiat chez lui, hein, rien que ça, et extrêmement bien intégré dans le milieu de la finance. En tout cas, il a beaucoup de succès, il gagne beaucoup d'argent. Et l'alliance de ces deux-là, les personnages ont beau être absolument détestables, je trouve qu'elle produit pas mal d'étincelles. Donc la série, quand elle me parle de ça, quand elle me parle du business qu'on fait au quotidien et de comment ça entre en contradiction avec nos propres valeurs, là, c'est une série qui m'emporte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi sur l'hubris, finalement, par exemple dans le personnage qu'on mentionnait à l'instant, hein, joué par Nils Schneider, Jérôme Mathias, qui visiblement ne sait pas quand s'arrêter, Benjamin, et puis Oui, effectivement, pour les deux, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le personnage de Nils Schneider, effectivement, et aussi à cette soif d'absolu, hein, de possession absolue et de fuite en avant constante, à la fois de tout, d'argent, d'amour, de reconnaissance, enfin, voilà, délirante. Et on a aussi également les personnages des deux de Belleville qui ne se rendent même pas compte de l'argent qu'ils gagnent en fait. Ils en ont déjà trop dès le départ. Enfin, voilà. Donc il y a ce rapport-là. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. C'est des choses qu'on revoit J'ai pas vu la suite de la série, mais j'ai lu l'enquête de Fabrice Arfi, qui est très documentée également. Et c'est des personnages qui ressortent tels quels dans leurs déclarations, etc. Voilà. À l'opposé, la frange, le côté Vincent Lindon, voilà, c'est une création de scénariste, c'est une création de fiction. Et effectivement, les scènes les plus belles scènes de ces premiers épisodes, pour moi, c'est les scènes de Vincent Lindon qui enquête sur effectivement les racines juives et le rapport à la morale, etc. Il y a des scènes magnifiques dans cette première partie de saison, et pour le coup, elles n'ont rien à voir avec l'enquête réelle. Voilà. Et pareil, sur la tension, effectivement, c'est une série qui a parfois un petit peu qui réussit bien à créer de la tension avec une enquête, mais qui est obligé de forcer le trait. La fin de la première partie, celle qu'on vient de découvrir, elle se termine sur une confrontation qui est très dramatique, qui n'a apparemment pas eu lieu dans la réalité, mais qui est là pour déclencher des choses. Alors que dans la réalité, on sait bien que c'est beaucoup plus chaotique, que c'est énormément de petits détails qui créent le toboggan, si on veut, hein, le toboggan vers le crime, et etc. Et la violence. Et là, pour le coup, c'est un petit peu simplifié, mais c'est dramatiquement très, très réussi. Audrey, sur l'hubris. Il y a vraiment des grandes scènes, il y a vraiment des grands moments dans cette série. Pardon, Audrey. Oh, oui, je suis complètement d'accord. Il y a quelque chose là aussi du polar, hein, qui est assez réussi, avec des scènes avec une intensité dramatique, où on sort tout à coup de l'enquête de papier, hein, et ça, c'est réellement arrivé. Il y a vraiment eu des cadavres, il y a vraiment eu des meurtres, des règlements de compte. Ça s'est vraiment passé comme ça. Donc oui, je les trouve pas forcément indispensables, ces scènes, mais là encore, c'est une caméra de cinéaste. Donc il y a quelque chose d'assez naturel, on accepte des choses de la part de Giannoli qu'on n'accepterait pas de la part d'un autre réalisateur qui serait habitué à des épisodes peut-être plus calibrés, avec des épisodes qui se tiennent vraiment d'un bout à un autre. Vous voyez par exemple, vraiment à la différence de Tapis ou de 66.5, j'ai pas dans ma tête ces 6 épisodes, ils forment un tout, c'est-à-dire que j'aurais vraiment du mal à vous dire où commence le premier, où il s'arrête. J'aurais du mal à isoler un épisode qui m'a plus plu qu'un autre. Je trouve qu'il y a une forme de linéarité, mais plutôt dans le bon sens. Il y a une cohérence. C'est-à-dire on
regarde vraiment une œuvre qui a le même regard du début à la fin. Je pense que ça aide à faire passer la pilule sur pas mal de choses, hein. À la fois le dossier qui peut être un peu rébarbatif, hein, à la fois pour ceux qui n'aiment pas trop Vincent Lindon, parce qu'en fait c'est un acteur qui est clivant, hein. Moi je l'ai beaucoup aimé dans beaucoup de films, à beaucoup de périodes, mais le fait est que c'est quelqu'un, vous le mettez en haut d'une affiche, ça peut faire fuir aussi. Pareil pour Ramzy Bedia ou Nils Schneider, je vais y arriver, qui pour le coup ont des personnages qui sont pas faciles à rendre aimables. La seule faiblesse, je dirais que c'est peut-être les personnages féminins. Et ça, on sent qu'il y a quelque chose qui n'y a pas, au contraire de Tapi, justement, où ils ont réussi à dégager à la fois 2 personnages et 2 actrices, hein, qui s'en sont saisies avec beaucoup de courage et un peu d'intensité. Là, ils ont vraiment du mal à faire. Il y a Judith Chemla qui joue l'épouse de Nils Schneider, et alors elle est vraiment embourbée, alors pas dans une caricature, parce que c'est une bonne actrice et elle s'en sort bien, mais c'est l'épouse. Voilà, c'est l'épouse et elle n'est pas autre chose. En tout cas, de ce que j'ai vu de la deuxième partie, elle est pour l'instant pas autre chose que l'épouse, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement impuissant. Là, on est vraiment dans le contraire des femmes de 66-5, totalement. Est-ce que pour aller dans votre sens à tous les deux, Audrey, on parlait d'une caméra de cinéaste ou d'un regard de cinéaste. Est-ce que justement, enfin moi j'ai trouvé que Xavier Giannoli prenait son temps à certains moments, sans nécessairement que les scènes soient très intenses, mais à un moment, Vincent Lindon arrive dans une synagogue, il entend des chants, on se dit ça va durer 1 minute, et puis ça s'installe, et à partir de là, ça réveille quelque chose en lui, et ça va justement lui conférer une nouvelle identité, ou en tout cas on va découvrir qu'il est travaillé par ça, qu'il est d'origine juive, et ça va jouer un rôle ensuite dans la série. Donc là, il y a Giannoli prend son temps pour donner une épaisseur au personnage via des scènes qui s'installent et puis en distillant des informations au fur et à mesure. Oui, effectivement, cette scène-là, c'est un marqueur pour le spectateur, c'est un marqueur, il se passe quelque chose d'important pour le personnage. Il y a le switch, on le sent justement parce que le rythme est cassé et on prend beaucoup plus de temps sur quelque chose dont on ne voit pas vraiment le rapport direct avec l'affaire en cours et des choses comme ça. Après, j'aime pas forcément l'idée en gros du film de 6 heures ou du film de 12 heures. Ça reste une série, effectivement, rythmée comme une série on voit, il y a des fins d'épisodes, il y a quand même des choses. Il faut quand même tenir les spectateurs pendant 6 heures, et c'est des des constructions dramatiques qui sont quand même propres à la série et qui ne sont pas seulement des choses de cinéastes entre guillemets par opposition à des choses de téléviseurs, je sais pas comment on dit, de réalisateurs de télévision. Mais oui, en tout cas là, il y a une vraie force thématique et enfin c'est une série de réalisateurs et d'auteurs, en tout cas sur la partie enquête, et c'est très réussi pour cela. Audrey, sur le regard du cinéaste et la manière de filmer. Oui, je suis complètement d'accord. Benjamin le dit même mieux que moi. C'est une série d'auteurs, oui. Et je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a une prime au fait que Giannoli soit un cinéaste, alors pas simplement qu'il soit un cinéaste, mais en tout cas qu'il soit un cinéaste aussi expérimenté et qui ait eu pas mal de succès à son actif. Je pense que j'ai toujours tendance à penser, mais c'est peut-être très paranoïaque de ma part, que les bonnes séries sont des bonnes séries parce qu'on a laissé de la liberté à l'écriture et de la liberté à la réalisation. Donc là, j'ai l'impression que c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que je ne vois pas, et c'est ce qui m'intéresse dans cette série, même si effectivement elle fonctionne très très bien sur la durée, parce que c'est très long, hein, quand même 12 épisodes. C'est de nos jours, en tout cas, c'est surtout des épisodes d'1 heure, c'est quand même pas, c'est de moins en moins commun, hein, une telle durée. Et quand des produits pareils sont mis en route, c'est qu'il y a une grande confiance à la fois dans le sujet et dans les gens qui sont aux manettes. Mais je trouve qu'on voit pas les coutures de la série. Et je vois pas trop, je ne vois pas des facilités que je vois, parce que moi j'en vois beaucoup des séries, hein, comme vous. Je vois pas, moins en tout cas, les facilités que peuvent prendre certaines narrations intra-épisodes, certaines scènes, avec un besoin d'efficacité, un besoin de retomber sur ses pattes, un besoin de développer tel personnage, un besoin de transition aussi. Là, je trouve que tout est un tout petit peu plus tâtonnant. Et là encore, dans le bon sens du terme, j'ai pas l'impression d'avoir devant moi une machine d'efficacité, et ça me fait beaucoup de bien. Benjamin, peut-être un mot de conclusion. Moi, je suis d'accord là-dessus. Je parlais pour Tapi, je parlais surtout pour 66.5, je parlais de cahier des charges.
Et souvent, on a l'impression qu'effectivement, les séries, ils ont un certain nombre de cahiers des charges à cocher, et voilà, ils doivent faire tout leur devoir. Et c'est vérifié, c'est revérifié. Il y a 40 réunions avec le diffuseur, les producteurs, etc. Et effectivement, parfois, on a effectivement des oasis de liberté comme ça. Et d'Argent et de sang, c'était ultra casse-gueule parce que c'était une histoire vraie. Qu'il fallait réussir à en faire une série convaincante qui soit à la fois compréhensible, prenante, humaine. Ça fait beaucoup de choses à faire. Et on n'a à aucun moment, on a l'impression de cocher des cases. Sauf peut-être avec la fille de voilà, la fille de Vincent Lindon, peut-être ce côté-là, là oui, il y a une grosse case cochée, mais bon, c'est la seule. C'est quand même pas, c'est pas rédhibitoire. Ça va. Moi, j'ai quand même pensé à Kim. Pardon, Benjamin, j'ai pensé à Kim dans 24 heures chrono, hein, c'est-à-dire l'espèce de subplot. On sait pas trop quoi faire. Bon, elle croise pas de léopard, mais enfin, on en est pas loin. Pardon, Benjamin. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, et du coup, on a l'authenticité qui disparaît instantanément, et c'est un peu dommage. Mais bon, c'est secondaire en tout cas pour l'instant dans la série, donc ça va très bien. Et pour moi, c'est ça la force vraiment d'Argent et de sang par rapport à 66.5 qui a de très bonnes volontés, de très bonnes velléités, mais qui décède sous son cahier des charges de manière assez triste. Et sous sa dimension effectivement chronique, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement à un moment c'est une histoire qui n'en finit pas et qui perd beaucoup en intensité. Oui, on voyait tout à l'heure, moi je préférais le côté chronique de 66.5. Audrey c'était n'aimait pas le côté chronique et plutôt le côté polar. Du coup oui, on était tous perdants quand même cette série. Bon, en tout cas, sur d'Argent et de sang, nous attendons impatiemment la deuxième partie. Merci à tous les trois. Nous étions donc en compagnie de Yoannis de Roide, Audrey Fournier et Benjamin Faux. Merci. On a évoqué donc Tapis 66.5 d'Argent et de sang. Bonne suite à tous. À bientôt.